Nous sommes rejoints aujourd'hui par Myriam Wahba. Elle est analyste de recherche à la Fondation pour la défense des démocraties, ainsi que Eylon Levy, ancien porte-parole national d'Israël et expert du Moyen-Orient. Bonjour à vous deux. Bonjour. L'Associated Press a indiqué que quelques Iraniens ont réussi à passer des appels à l'étranger sur leur portable aujourd'hui. Pour la première fois depuis l'interruption des communications, alors que le pays compte maintenant plus de 108 heures sans accès à Internet, selon les groupes de surveillance d'Internet NetBlocks. D'après les rares vidéos qui nous parviennent du pays, à quoi peut-on s'attendre? Commençons avec toi, Myriam. Ravi d'être avec vous ce matin. Nous atteignons 120 heures de blackout numérique et médiatique imposé par le régime islamique au peuple iranien en pleine révolte pour un changement de régime. Ce n'est plus un mouvement qui réclame des réformes, mais qui exige une refonte immédiate et totale du régime islamique après 47 ans de tyrannie. Dans les prochaines heures et jours, nous attendons à Washington de voir comment le président Trump souhaite s'impliquer dans cette situation. Il a tracé une ligne rouge et a dit que si le régime s'en prend aux civils, il devra agir. Et nous avons déjà vu cela se produire. Certains chiffres font état de milliers de victimes sur le terrain à Téhéran et dans les villes environnantes. Nous avons aussi vu le président Trump augmenter la pression économiquement parlant, là où cela fait déjà mal pour l'Iran. Il a publié ceci sur Truth Social, citation, avec effet immédiat. Tout pays commerçant avec la République islamique d'Iran devra s'acquitter d'une taxe de 25% sur toute activité avec les États-Unis d'Amérique. Voici le dilemme politique et économique. La pénalité de 25% pourrait concerner les principaux partenaires commerciaux de l'Iran, comme la Chine, les Émirats arabes unis et la Turquie, et ouvrir un nouveau front dans la guerre commerciale États-Unis-Chine. Ilan, la Chine subit déjà une forte pression tarifaire des États-Unis. Pékin promet désormais de défendre fermement ses intérêts légitimes et légaux et avertit qu'il n'y a aucun gagnant dans une guerre tarifaire. Alors, quel rôle la Chine joue-t-elle par rapport à l'Iran? Et que voyons-nous en ce qui concerne une partie de cette pression économique sur ce pays? Le régime iranien est maintenant pris de panique et le peuple compte sur les États-Unis pour les soutenir dans leur lutte pour la liberté. Le président Trump a tout à fait raison d'essayer d'étouffer le régime iranien. Et cela implique de le couper des pays qui ont servi de bouée de sauvetage au régime. L'une des options qu'il devrait envisager maintenant, c'est potentiellement de saisir les pétroliers, de prendre une partie des 2 millions de barils qui vont chaque jour en Chine. Cela lui permet d'éviter les sanctions et de financer son régime et ses armées par procuration au Moyen-Orient. Mais ne nous leurrons pas, cette pression économique ne sera pas suffisante. Le régime iranien se moque du président Trump. Il a tracé une ligne rouge et il considère cela similaire à celle du président Obama en 2012 contre le régime Assad, lorsqu'il avait averti de ne pas employer d'armes chimiques. Ils pensent qu'ils peuvent négocier pour échapper à la responsabilité du massacre d'innocents et trouver un moyen de sauver leur régime, qui continue de scander « Mort à l'Amérique ». Désormais, la crédibilité du président Trump et celle de l'Amérique sont en jeu, alors que le monde attend de voir si le président Trump va se limiter à exercer une pression économique et rien de plus, ou prendre des mesures concrètes et fermes pour soutenir ces patriotes iraniens qui se battent pour leur liberté contre la tyrannie du régime. Tu sais, Myriam, comme Eylon Levy vient de le mentionner, il faudra plus que des sanctions économiques et la mise en place d'autres embargos et mesures de ce genre. Parce que, autant que possible, nous essayons d'anticiper l'avenir. Face à l'évolution en Iran, les États-Unis ont rejoint l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et l'Inde pour émettre lundi une alerte demandant à leurs citoyens de quitter l'Iran immédiatement. La direction iranienne approche d'un tournant critique. Elle peut soit chercher un compromis à la vénézuélienne avec le président Trump, soit rester sur une trajectoire de détérioration économique. Comment voyez-vous la situation évoluer? Eh bien, écoutez, je veux vraiment insister sur ce que vient de dire Eylon Levy. Et c'est qu'une ligne rouge n'a d'importance que si elle est appliquée, comme lorsque le président Obama a tracé une ligne rouge puis n'a absolument rien fait.
Lorsque la ligne rouge a été franchie, nos adversaires ont vu que nous aboyions sans mordre. Et ce que le président Trump a prouvé au monde entier et à chaque dirigeant international au cours de l'année écoulée, c'est que lorsque nous disons quelque chose, nous le faisons. Je pense qu'il est essentiel dans les prochains jours et heures de respecter la ligne rouge fixée. J'envisage aussi certaines options présentées au président. Il n'hésite pas à agir de façon cinétique, ce qui pourrait être une option, tout comme certaines solutions cybernétiques. Le régime est faible, le régime est sur la défensive et ces manifestations ne font que renforcer ces facteurs qui se produisent sur le terrain. La présidente devrait surtout cibler le programme de missiles balistiques des gardiens de la Révolution. Nous savons que c'est le joyau de leur industrie militaire de la République islamique. Ils ont poursuivi ce développement même après l'opération Marteau de minuit, même après la guerre de 12 jours au cours de laquelle Israël a fortement affaibli leurs capacités militaires. Oui, et nous avons entendu des membres du Parlement iranien. Ils se moquent des États-Unis. Ils disent « mort aux États-Unis ». Ils ne saisissent pas vraiment le président Trump concernant la ligne rouge, car lui, contrairement à Obama, a tenu ses promesses. Qu'il s'agisse d'éliminer Maduro de nuit ou de l'opération Midnight Hammer, comme tu l'as dit, Myriam, Trump a tenu parole. C'est choquant que les gens ne comprennent pas vraiment. Je pense que cela vient en partie de la différence entre les manifestations passées et celles d'aujourd'hui, Ilan. Penses-tu que c'est une évaluation juste? On a déjà vu de nombreuses manifestations en Iran, mais ici, il y a clairement bien plus en jeu. Que pourraient faire les États-Unis pour soutenir ces manifestants sans provoquer une guerre régionale totale? L'arrogance du régime iranien est vraiment incroyable. Ils ne comprennent pas que c'est un président qui pense ce qu'il dit et qui ne va pas les laisser lui marcher dessus ni piétiner l'honneur de l'Amérique. Je pense que le président se trouve maintenant à un moment crucial où il doit décider. Est-ce que les États-Unis vont soutenir une transition démocratique en Iran maintenant? Cela ne signifie pas que l'Amérique doit imposer un changement de régime. Les Iraniens essaient déjà de le faire eux-mêmes. La question est de savoir si l'Amérique va leur tourner le dos ou si elle va fournir plus d'accès à Internet en Iran pour que les manifestants puissent communiquer entre eux. S'il va attaquer des cibles stratégiques du régime qui leur permettent de continuer à opprimer ces personnes qui se soulèvent pour leur liberté. Ou bien les États-Unis vont-ils permettre au régime qui scande « mort à l'Amérique » de survivre un jour de plus et simplement essayer de le contenir et de le maintenir sous contrôle? Mais si les États-Unis soutiennent le peuple iranien dans sa quête de liberté et de démocratie, ce serait la meilleure transformation au Moyen-Orient depuis des décennies. Cela instaurerait la paix régionale. Cela éliminerait le principal État parrain du terrorisme dans le monde qui a cherché à déstabiliser les États-Unis et l'Europe. Le peuple iranien manifeste pour sa liberté et j'aimerais que le monde libre le soutienne pleinement. Très bien. Maintenant, Myriam, parlez-nous des groupes d'opposition, y compris le prince héritier d'Iran et d'autres qui sont apparus au centre de tout cela. Bien sûr, il est encore trop tôt pour tout démêler. Ce qui se passera dans les jours qui suivront la chute du régime, et il est clair que le président est déterminé à voir ce régime renversé. S'il y a une chose que nous savons sur le printemps arabe, et je ne vais pas faire de parallèle direct ici, car ce sont deux choses différentes, ce qui s'est passé en Afrique du Nord n'est pas comparable à ce qui se passera en Iran. Il est trop tôt pour définir le terrain de jeu ou avoir une vision claire de l'après-chute du régime. Mais voici ce que nous savons. Le peuple iranien sait précisément ce qu'il veut, mettre fin à 47 ans de tyrannie de la République islamique, renverser et éradiquer. Comme l'a dit mon collègue Ilan, il cherche la liberté, tout comme l'ensemble du Moyen-Orient. Quand le régime tombera, ce n'est pas seulement le peuple iranien, mais tout le Moyen-Orient qui sera libéré. C'est un régime qui s'en est pris aux Américains, aux Arabes, aux chrétiens, à tout le monde. Ce régime a investi dans la destruction et le chaos de la région. Leur chute apportera un Moyen-Orient et un monde plus lumineux et sûr. Je suis d'accord avec toi, Myriam, concernant les prochaines étapes ici. Il est tellement important de se concentrer sur le présent et sur le peuple iranien. Mais nous entendons des inquiétudes concernant l'avenir et ce qui va arriver. Après ce prologue, on a vu ce qui s'est produit en Irak. Le vide de pouvoir a permis l'émergence de Daesh.
Penses-tu qu'Ilan, le prince héritier, est la bonne personne pour ce poste? Il défend la démocratie, a été évincé par son gouvernement et encourage les manifestants à se soulever. Le prince héritier d'Iran est un homme très courageux et honorable qui veut apporter la démocratie en Iran, qui veut apporter la paix au Moyen-Orient. Et il s'est exprimé très courageusement sur la nécessité pour l'Iran de cesser de financer ses armées par procuration dans la région. Accepter la paix avec Israël et l'Amérique, puis mener une transition démocratique. Nous avons constaté ces derniers jours, après que la République islamique d'Iran a coupé Internet. Les vues sur sa page Instagram, par exemple, sont passées de dizaines de millions de vues par vidéo à des chiffres très faibles. Et cela montre qu'il a un très grand nombre de partisans à l'intérieur de l'Iran. Ils ne veulent pas rétablir la monarchie, ramener le Shah et revenir à ce qu'il y avait avant la Révolution. Mais je le vois certainement comme une figure de proue qui pourrait mener une transition démocratique en tant que sorte de monarque constitutionnel et aider à construire un Iran meilleur. Rappelons-nous que l'Iran n'est pas l'Irak, qui était en grande partie un faux État maintenu par un dictateur. C'est un pays avec des milliers d'années d'histoire, une population très instruite, une diaspora très puissante à travers le monde qui veut soutenir sa reconstruction. Et plutôt, ils pourront entamer une transition démocratique et laisser derrière eux un régime qui oblige les femmes à se couvrir les cheveux, qui pend les homosexuels aux grues. Plus rapidement, ils tourneront la page, plus vite l'Iran et tout le Moyen-Orient progresseront vers la paix, y compris avec les États-Unis. Eh bien, espérons que nous prions tous pour la même chose et espérons que l'Iran ainsi que la région puissent réellement obtenir le type de leadership dont ils ont besoin à l'avenir. Merci beaucoup Myriam et Eylon Levy. Heureux d'être avec vous prochainement.